Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes en langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Yara Choucha et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir Yara. Bonsoir Ashraf, bonsoir tout le monde. Et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi publie un décret graciant 54 personnes condamnées parmi les habitants du Sinaï. Le ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmajid Sakr, inspecte une formation des forces de défense aérienne. Et les nouvelles autorités syriennes annoncent un accord avec tous les groupes armés pour leur dissolution. Et nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a publié un décret présidentiel graciant 54 personnes condamnées parmi les habitants du Sinaï. La décision du président intervient dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels et en réponse à la demande députée d'échec de tribus de Rafah et de Cheikh Zouaïd dans le gouvernorat du Nord Sinaï, en reconnaissance du rôle historique du peuple du Sinaï dans les efforts de lutte contre le terrorisme et de réalisation du développement et de la stabilité, ainsi que dans le cadre de la préoccupation du président pour les conditions humanitaires des personnes condamnées dans diverses affaires. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance des projets mis en place dans le secteur de l'électricité, en particulier ceux qui visent à renforcer la génération et la durabilité des énergies renouvelables. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion centrée sur le suivi de nombre de géants projets mis en place dans ce secteur vital. Parmi ces projets figurent celui de la liaison électrique égypto-saoudienne et celui de la centrale de liaison égypto-saoudienne à capacité de 500 kW dans la ville de Badr. Au cours de la réunion, M. Madbouli a également abordé le dossier des terrains consacrés au projet des énergies renouvelables ainsi que les projets de la génération de l'électricité et de l'énergie éolienne dans l'ouest du golfe de Suez et dans le sud d'Hurghada et des Za'afaran. Les projets de l'énergie solaire ont également fait sujet d'examen. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmajid Sakr, inspecte une formation des forces de défense aérienne et rencontre un certain nombre de combattants. Le ministre a assuré que les forces armées donnent une importance majeure au développement des plans et des programmes d'exercice de combat. Il a ajouté que le combattant est la pierre angulaire des forces armées et a un rôle pivot à la défense de la patrie. Les nouvelles autorités syriennes à Damas ont annoncé aujourd'hui qu'une réunion des chefs des groupes armés avec le commandant des opérations militaires en Syrie, Ahmed al-Shara, a abouti à un accord sur la dissolution de tous les groupes et leur intégration sous la tutelle du ministère de la Défense. Ahmed al-Shara avait affirmé dimanche dernier qu'il ne permettrait pas que des armes échappent au contrôle de l'État. Il avait ajouté lors d'une conférence de presse que cette décision s'appliquerait également aux factions présentes dans la zone des forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes. Sur le terrain, l'armée américaine a annoncé avoir mené une frappe aérienne en Syrie, tuant 2 éléments du groupe terroriste Daesh dans la province syrienne de Deir Eur. Dans un communiqué du commandement central américain, les éléments du groupe terroriste circulaient à bord d'un véhicule muni d'armes lorsqu'ils étaient visés par la frappe américaine dans une zone sous le contrôle du gouvernement de l'ex-président syrien Bachar el-Assad et des forces russes. Entre-temps, le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que des pourparlers diplomatiques sont en cours afin de réouvrir l'ambassade de l'Iran à Damas et celle de la Syrie à Téhéran. Selon le ministère, Téhéran est soucieux que la Syrie soit dotée d'un gouvernement qui respecte la volonté du peuple et préserve l'intégrité territoriale du pays.
Le ministère libanais des Affaires étrangères a annoncé avoir déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU sur les violations israéliennes récurrentes du cessez-le-feu. Selon le ministère, les forces israéliennes violent le cessez-le-feu en bombardant les villages frontaliers, en détruisant des quartiers résidentiels et en coupant les routes. Le ministère a affirmé que les violations israéliennes entravent les efforts du L'aviation de l'occupation israélienne a lancé plusieurs raids sur les régions nord de la bande de Gaza. Selon des rapports palestiniens, 2 citoyens. Dans le sud de la bande de Gaza, un Palestinien a été tué et d'autres blessés dans un bombardement mené par un drone israélien contre un groupe de... L'armée de l'occupation israélienne a annoncé aujourd'hui avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien. Et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti par précaution dans le centre et le sud du pays. L'armée a déclaré sur Telegram qu'un projectile lancé depuis le Yémen a été intercepté avant de pénétrer en territoire israélien et que les sirènes ont retenti en raison de la possibilité de chute d'éclat lors de l'interception. L'équivalent israélien de la Croix-Rouge n'a fait état d'aucun blessé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit avoir demandé à l'armée de détruire les infrastructures des Houthis du Yémen qui ont tiré plusieurs missiles sur Israël ces derniers jours, dont l'un a fait 16 blessés légers. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Rita, a reçu le ministre somalien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ahmad Moallem Fiqhi. Au cours de la rencontre, Aboul-Rita a confirmé la position ferme de la Ligue arabe envers la Somalie, réitérant son soutien, sa solidarité et son respect de l'intégrité territoriale de la Somalie. Aboul-Rita et le ministre somalien ont examiné les derniers développements de la situation en Somalie et dans la Corne de l'Afrique. Les 2 responsables ont souligné l'importance de poursuivre la consultation et la coordination entre les 2 côtés afin de soutenir le processus du développement et restaurer la stabilité partout dans la Somalie et par la suite dans la région tout entière. Pour la première fois depuis l'incendie de 2019, Notre-Dame de Paris célèbre à nouveau Noël aujourd'hui et demain avec la traditionnelle messe de la Nativité qui devrait attirer des milliers de fidèles. La cathédrale avait été dévastée par les flammes le 15 avril 2019 et depuis n'avait plus accueilli ces messes de la Nativité célébrant pour les chrétiens la naissance de Jésus. L'archevêque de Paris a exprimé sa joie dans un message de Noël diffusé aujourd'hui, estimant que leurs cœurs sont en fête, rendant hommage aux talents déployés sur le chantier de restauration qui ont permis que la douleur de l'incendie et les 5 années de séparation soient effacées pour ne laisser que la joie des retrouvailles. La joie d'habiter de nouveau ensemble la cathédrale de Notre-Dame, selon ses propres termes. La cathédrale avait été dévastée par les flammes de 15 avril 2019 et depuis n'avait plus accueilli ces messes de la Nativité, célébrant pour les chrétiens la naissance de Jésus. Pour le premier Noël, sous les voûtes nettoyées de ce chef-d'œuvre de l'art gothique vieux de plus de 860 ans, plusieurs messes auront lieu mardi. L'accès à la cathédrale reste en effet soumis à une jauge stricte de 2700 personnes, alors que l'engouement reste fort pour accéder à cet édifice magnifié par l'auteur Victor Hugo et célébré dans divers films, romans et comédies musicales. Après 5 ans de travaux colossaux sur un chantier de près de 700 millions d'euros, Notre-Dame de Paris a rouvert début décembre avec le 7 de ce mois-ci une cérémonie en présence de plusieurs personnalités dont le président élu américain Donald Trump et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, retransmise en Mandovision. Et on passe en Turquie où 11 personnes ont été tuées et 7 blessées aujourd'hui par une puissante explosion survenue dans une usine de munitions du nord-ouest du pays. Selon les autorités, l'explosion s'est produite tôt le matin en raison d'un dysfonctionnement technique sur une ligne de production. 11 personnes ont été tuées et 7 blessées mardi par une puissante explosion survenue dans une usine de munitions du nord-ouest de la Turquie. Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yeralkaya, a déclaré sur place que les morts sont malheureusement 8 femmes et 3 hommes. Il a indiqué que seuls 2 des 7 blessés sont encore sous observation dans un hôpital. Selon le gouverneur de la province de la Bekashir, l'explosion s'est produite tôt mardi en raison d'un dysfonctionnement technique sur une ligne de production. Selon les autorités, l'usine
l'usine et où survenue l'explosion, située au nord de la ville de Lobekchir, produit des munitions et des explosifs à usage civil. 6 employés de la même usine avaient déjà été blessés dans une explosion en 2014, selon la presse turque. Des images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent une partie de l'usine totalement détruite, ainsi que des panneaux de métal et des morceaux de verre projetés à des dizaines de mètres à la ronde. Un témoin a qualifié les lieux de champs de bataille. Un incendie s'étant déclaré à la suite de l'explosion a été éteint dans la matinée par les pompiers et l'usine a rapidement été évacuée. Une enquête a été ouverte et la piste du sabotage a d'ores et déjà été écartée selon les autorités. L'usine est située à environ 1 kilomètre du village le plus proche. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances et dépêché sur place ses ministres de la Défense, de l'Intérieur et du Travail. La Chine a annoncé la mise en place d'une politique budgétaire encore plus active pour 2025, notamment pour soutenir une consommation toujours fragile, ouvrant la voie à une augmentation de son déficit budgétaire. Annoncé par le ministère des Finances au terme d'une conférence nationale de 2 jours débutée hier. Le plan prévoit également un soutien aux collectivités locales et une émission d'obligations d'État. La deuxième économie mondiale fait face à une consommation interne en berne, à des finances locales fragilisées par une crise persistante de l'immobilier et à des incertitudes en matière de commerce international. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition de Au cœur de l'actualité qui vous est présentée par Yara Choucha. À tout de suite.